L'été est radieux sur les marchés financiers avec des indices américains qui ne cessent de battre des records à l'image du S&P 500 ou encore du Nasdaq. Côté France, même si le CAC 40 il est vrai se traîne encore, eh bien l'indice CAC Small, l'indice des petites capitalisations françaises, vient de battre un nouveau record historique en rebondissant de plus de 60%, excusez du peu, depuis fin avril. Une performance absolument extraordinaire. Alors est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour la suite? Eh bien pas vraiment, et pourtant c'est le cas pour ma part, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Je vends tout ». Et comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cette page. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent se former, vous avez plusieurs manières de le faire. Vous avez une manière gratuite avec l'espace membre qui est disponible sur le site du podcast de la bourse.fr, un espace membre où vous avez plusieurs catégories, plusieurs modules pour pouvoir vous former avec des petits webinaires et des petits articles. Cet espace va être largement enrichi d'ailleurs sur le mois d'août, c'est ma mission sur le mois d'août. Mais vous avez déjà pas mal de contenu avec des screeners, avec des petites vidéos, etc. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à rejoindre cet espace, encore une fois, totalement gratuit. Et bien sûr, celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez nos formules d'accompagnement MTT Trading Premium, bien sûr, et la nouvelle formule à petit prix MTT Découverte pour accéder à l'essentiel des marchés. J'en profite pour remercier, comme d'habitude, mes différents partenaires qui m'accompagnent pour que je puisse créer tous ces contenus gratuits. Au rayon des nouvelles, eh bien, il y en a une qui est hyper intéressante, qui va vous intéresser, j'en suis sûr. C'est que j'ai le plaisir d'être invité ce lundi à 18 h par Investing Pro et notamment le directeur France Gilles pour tout simplement faire l'analyse technique d'un de leurs portefeuilles qui est monté par l'IA. Un portefeuille 100% français qui a réalisé une performance de 369% sur 10 ans, à peu près un peu plus de 15% par an. Donc une performance remarquable bien sûr, et en fait on va regarder un petit peu le détail de ce portefeuille et on va tout simplement voir si il y a des opportunités à saisir ou pas. Je vous donne rendez-vous donc sur la chaîne YouTube d'Investing dès ce lundi à 18 h. On passe au programme de cette vidéo avec le patron de Nvidia et donc les explications que je vais donner sur la prise de position que j'ai partagée, puisque vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai vendu la quasi-totalité, il me reste une quelques miettes, toute petite position, 5% de ma position initiale sur Nvidia, et voilà, il y a eu pas mal de questions là-dessus, est-ce que ça voulait dire que j'étais vendeur sur les marchés, etc., etc. Bref, je vais vous donner toutes les explications sur ce choix et même sur ma vision globale des marchés. Est-ce qu'il y a encore des opportunités ou pas? Spoiler, il y en a encore bien entendu, et on abordera bien entendu le CAC 40 qui est l'indice le plus en retard d'ailleurs dans sa quête du plus haut historique, et puis nous irons voir bien entendu le CAC Small qui lui par contre a tout cassé cette semaine avec notamment Abivax, mais on ira après voir bien entendu, en parlant après la partie économique, on ira voir bien entendu les actions avec BNP Paribas, avec Vivendi qui a bien progressé, sur lequel je suis sorti d'ailleurs ce matin, Eurofins Scientifique, ArcelorMittal, Carrefour, Société Générale, LVMH, Kering, Nanobiotics, ST Microelectronics, Reworld Media, Nexity, Forvia, on ira voir également Pernod, Pierre et Vacances, Lectra
Excel Valeo qui a publié d'ailleurs, qui s'est bien pété la gueule ce matin, mais qui est en train de remonter. Voltalia Interparfum également en difficulté. The Blockchain Group en grande difficulté. Dassault Aviation, Sartorius Alten. Edenred Assystem qui a publié également, Bento, SNCP, GTT qui commence, je le crains, à se retourner, on l'avait dit, Seb également qui a publié, qui revient sur une zone intéressante, on parlera bien sûr des États-Unis avec la publication de Google, Coca-Cola, MSCI, IBM, Uber, et bien sûr je reviendrai sur le cas Nvidia avant de vous proposer le titre à suivre et le screener Trend Following comme d'habitude. Merci mille fois pour vos soutiens, merci mille fois pour eh bien, vos différents messages et pour vos nombreux partages sur les réseaux. Ça aide beaucoup la chaîne, c'est ce qui fait que je suis toujours là pratiquement tous les vendredis, c'est parce que ce soutien est présent. Donc merci pour ça, encore une fois il y a des nouveaux formats qui vont arriver, avec notamment le MD10 qui va arriver, un nouveau format en moins de 10 minutes sur un sujet très précis. Tout ça, ça va arriver à la rentrée, même peut-être avant, sur le mois d'août. Il y a pas mal de personnes également qui m'ont demandé pourquoi il n'y avait plus de générique. En fait, il est en reconstruction aussi, donc voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Voilà, donc merci pour ça, parce que toute cette motivation-là naît par tout simplement vos nombreux messages. On passe donc au résumé de la semaine. Donc bon, un résumé, je vais en profiter bien sûr pour activer ma caméra. Me voici, me voilà. Donc résumé de la semaine. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire en termes de nouveautés, mais il y a quand même des choses intéressantes à souligner. D'abord, on verra bien sûr sur le mois de juillet, mais la surperformance des small caps par rapport au CAC 40, des small caps françaises par rapport au CAC 40. Évidemment, on le verra avec le graphique, a encore progressé, elle a même littéralement explosé avec, bien sûr, la publication de Abivax. Et donc voilà, donc on est toujours dans la continuité de ce mouvement haussier. Est-ce que c'est le moment d'aller encore sur les small caps ou pas? Je pense que c'est un mouvement de fond qui s'est enclenché, vous le savez, hein, c'était quelque chose qu'on avait dit déjà, dont on avait parlé déjà depuis l'année dernière. Donc ce mouvement est en cours, vous n'avez qu'à voir d'ailleurs la performance des fonds small cap qui est très très bonne, qui est excellente, des gérants de fonds qui sont... Voilà, on en parlait beaucoup, hein, ces gérants de fonds qui se sont fait beaucoup taper dessus, et on disait peut-être que la situation va se retourner, et en effet ces gérants de fonds sur le premier semestre ont des performances de 15 à 30% pour la majeure partie d'entre eux. Ce n'est pas pour rien. Voilà, donc c'est parce que évidemment le CAC small, les small caps de manière générale française et européenne, et les mid aussi bien sûr, ont rebondi de manière considérable. Il faut dire qu'elles étaient quand même à la cave pour un certain nombre d'entre elles. Donc il y a encore des choses à faire pour moi sur les small caps. Alors il va falloir être, je pense, sur la seconde partie de l'année, il va falloir, je pense, être plus vigilant, plus prudent, plus sélectif. Il va falloir beaucoup plus accompagner les plus belles tendances, etc. Mais il restera de toute manière, même si le marché décide de se retourner à la baisse ou de consolider, ce qui est un peu mon scénario là pour les 2-3 mois à venir, c'est une période un petit peu lente, minimum une consolidation à plat, si ce n'est un petit peu plus. Je vais y revenir, il n'y a pas de problème. Mais dans ce contexte-là, il y aura toujours, de toute manière, des secteurs qui surperformeront, des actions qui feront de même. Donc, voilà, pour moi, on est toujours sur un marché qui est toujours bullish, mine de rien. Et donc, même si on peut traverser une période compliquée, pour tout un tas de raisons, il y aura toujours des choses à faire. Donc la performance, bien entendu, en termes de saisonnalité sur le mois de juillet, pour le moment, elle est très exacte. On avait noté que le mois de juillet était historiquement un très bon mois sur les small caps, de manière générale sur les marchés, mais également sur les small caps. Le mois de juillet, sauf catastrophe, pour les 3 dernières séances, je crois, ou 4 dernières séances, peu importe. A priori, ce sera un très bon mois de juillet sur les marchés de manière générale. Sur le CAC 40, c'est un petit peu moins vrai, quoique, mais surtout sur les small caps françaises.
Donc voilà, là encore une fois, je sais que j'insiste beaucoup sur le phénomène de saisonnalité, mais vous le voyez à travers ces vidéos que ça a quand même un impact assez considérable. Ça marche pas toujours, bien évidemment, ce ne sont que des probabilités, des statistiques, etc. Mais on le voit quand même, ça apporte un vrai plus dans nos analyses. C'est-à-dire que lorsque l'on a des graphiques qui viennent confirmer la saisonnalité, c'est un élément supplémentaire qui vient, à mon sens, effectivement, amener du grain à moudre dans nos analyses et vient confirmer en fait nos analyses. Et donc effectivement, cette saisonnalité. Nous allons arriver petit à petit, voilà, sur les derniers jours de juillet, donc on peut déjà commencer à se projeter, à mon sens, toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur le mois d'août et probablement un petit peu plus tard sur le mois de septembre, quoi qu'on peut déjà en parler. Et donc, effectivement, le mois d'août est un mois qui, en général, et on le verra dans le détail sur les indices, est un mois un petit peu moins prometteur que le mois de juillet, avant de s'attaquer au mois de septembre, le fameux mois de septembre, qui est toujours un mois compliqué, de manière générale, sur les marchés financiers. Est-ce que cette année sera différente? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, de manière générale, c'est toujours le cas si on regarde les statistiques. Donc, effectivement, là aussi, sur le Nasdaq, on l'a vu, sur le mois de juillet, 83%. 83% des mois de juillet sont positifs. Donc le Nasdaq terminera vraisemblablement aussi de manière positive son mois de juillet. Mais attention, là aussi on le voit, sur le mois d'août et le mois de septembre, généralement, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus mesuré, un petit peu plus partagé. Ça fait partie aussi des raisons principales qui font que, voilà, même si, vous le savez, extrêmement bullish depuis novembre de l'année dernière, il y a eu cet intermédiaire avec Trump au mois d'avril, mais on a toujours été à l'achat, et je vous ai globalement toujours dit, à part certaines périodes où il fallait peut-être être un peu plus conservateur, mais globalement, c'était de l'achat jusqu'ici, c'est toujours de l'achat, au moment où je vous parle d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé, mais je pense que lorsqu'on va avoir des signaux de consolidation, contrairement au précédent où c'était des signaux de consolidation intermédiaire, où il fallait peut-être rester un petit peu plus sur le côté, juste en observation, etc., peut-être que là, ces signaux d'affaiblissement ou de perte de momentum seront des signaux qui engendreront des consolidations un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes, qui pourraient être un petit peu plus durables. Est-ce que ça veut dire que le marché va se casser la gueule et va se cracher? Non. Mais c'est simplement que peut-être qu'en effet, il va falloir augmenter son niveau de réflexion, en termes de stock picking, hein, notamment, et aller chercher peut-être des idées encore meilleures. C'est-à-dire que quand tout monte, effectivement, bon, on va pas dire que tout ce que vous achetez monte, mais globalement, on a un taux de réussite qui est bien meilleur, puisque le marché est un peu moins regardant sur les valorisations, sur la dette, sur plein de choses. Les rebonds se font même sur les tendances baissières, etc. On en verra plein, hein. On a parlé de beaucoup de valeurs, je pense à Kering, la première qui me vient comme ça, c'est Kering notamment, hein, valeur baissière, mais qui a fait un superbe rebond, on l'avait vu avec le pattern de pullback, on le reverra dans cette vidéo, mais voilà, des valeurs comme ça, peut-être que là, elles ont bien rebondi, portées par l'engouement général, mais peut-être que s'il y a une consolidation de manière générale sur les indices, peut-être qu'il va falloir pour le coup remonter le niveau de qualité en termes de choix, notamment sur les fondamentaux, mais pas que, également techniques. Bon, dans le détail, le Dow Jones, voilà, on le voit, on arrive à fin juillet, on peut avoir, c'est globalement mon scénario, on peut avoir encore une petite poussée début août, mais on voit que ensuite ça va se tasser, et attention, après, derrière, le mois de septembre, généralement, est vraiment pas beau, mois d'octobre aussi pas top, avant peut-être d'avoir en effet, mi-octobre, fin octobre, d'avoir un petit peu mieux sur le Dow Jones. Le Nasdaq, c'est du pareil au moins catastrophique, puisque ça reste l'indice le plus fort, bien entendu, ces dernières années, mais là aussi, voilà, on voit que la période de août à septembre est une période pour le moins moyenne, un peu en range, avant même d'avoir une baisse sur le mois de septembre, et éventuellement une remontada, voilà, à partir de mi-fin octobre, avant d'avoir 2 derniers mois de l'année qui sont extrêmement positif. C'est un peu mon scénario aussi pour cette année d'ailleurs. Je suis toujours sur le Nasdaq, c'est juste que je suis revenu en arrière. Le DAX, c'est également du pareil au même. Le DAX d'ailleurs qui a fait qui est très solide, hein, très solide, pour différentes raisons. Moi, je vous avais expliqué pourquoi, à mon sens, le DAX était très fort.
tout simplement parce que les Allemands sont beaucoup moins endettés, ils ont des plans de relance qui seront donc beaucoup plus forts que nous. Ça joue certainement aussi dans la tête des investisseurs. Et puis, mais bon, voilà, malgré tout, lorsqu'on arrive à fin juillet, vous voyez que la période jusqu'à fin septembre est une période quand même qui est globalement baissière. Donc ça aussi me fait penser que ça peut amener des difficultés supplémentaires. Et enfin le CAC 40, notre indice franco-français pour le coup, vous voyez, bon, on a le mois de juillet avec une belle remontada. Donc je m'attends là aussi sur la semaine prochaine peut-être, voilà, un salut, je l'espère, des publications moins effrayantes. On parlera notamment de LVMH que ce qui était prévu, même si elles sont pas bonnes quand même. Mais en tout cas, moins catastrophique que ce que le consensus disait. Avant, peut-être, en effet, d'avoir un mois d'août et un mois de septembre, regardez un petit peu, assez cata. Donc, attention, voilà, d'où mon message, globalement, de prudence. Encore une fois, c'est un message de prudence, ça ne veut pas dire que je suis short sur les marchés, pas du tout. Je vais même vous dire une chose, je suis toujours à l'achat sur les marchés. Mais, par contre, voilà, le moindre signal un peu plus fort de consolidation, je pense qu'il faudra le prendre au sérieux, en fait. C'est tout mon raisonnement. C'est-à-dire que là où, ces derniers mois, on disait, il y a des signaux de consolidation, mais moi je vous disais, c'est quand même de l'achat, surveillez plutôt de l'achat, et je vous donnerai les niveaux à partir duquel pour moi on aura des invalidations, parce que c'est toujours ça hein, qui est important, c'est d'avoir des niveaux d'invalidation et des niveaux sur lesquels on passe acheteur ou on passe vendeur. Et là je pense que voilà, même si on peut souvent avoir des faux signaux, là par contre je pense que s'il y a des signaux de consolidation qui arrivent ces prochaines semaines, il faudra à mon sens, les prendre quand même globalement au sérieux. Bon, évidemment, vous l'avez vu, hein, on a été porté cette semaine, et ce sera le cas également la semaine prochaine, par un grand nombre de publications. Sur cette slide, vous avez le cumul des publications françaises, belges et néerlandaises par semaine. Donc semaine 30, c'était celle que nous venons de vivre, la semaine 31, c'est la prochaine. Et ensuite, donc voilà, grosse semaine hein, également la semaine prochaine. Donc attention sur les swings, attention de ne pas trop jouer les publications. On a parfois de bonnes news, mais on en a parfois de mauvaises. Donc attention là-dessus, parce que on peut avoir également de la volatilité. Je vous rassure, à partir du mois d'août, ça va se calmer. Donc, juste un petit mot pour le mois d'août. Sachez que bon, voilà, le mois d'août, au-delà de la saisonnalité, de ce qu'on a dit sur la saisonnalité, au-delà de ça, vous pouvez avoir également des surprises en termes de volume, parce que les gérants de fonds partent en vacances, la plupart des particuliers également partent en vacances. Il n'y a que des gens qui sont qui ont la bourse ancrée dans leur cœur comme moi, qui traînent encore au mois d'août, mais globalement, de manière générale, quand même, on voit un tassement des volumes. Donc vous pouvez avoir, là où je veux en venir, c'est que vous pouvez avoir des surprises également dans les carnets d'ordre, avec des décalages, des fois notamment à l'open, hein, vous pouvez avoir des gaps baissiers, etc., tout de suite acheter d'ailleurs. Donc faites attention là-dessus, pour ça que le mois d'août, pour moi, il faut trader léger, si vous tradez encore, il faut trader léger, parce que vous pouvez avoir des décalages, vous pouvez avoir des prises de liquidité plus basses, etc., donc vous pouvez faire sortir des stops, toujours en kikinant quand même, donc faites attention à ce niveau-là. Donc évidemment, donc, beaucoup de publications qui seront passées, on en a vu beaucoup, donc évidemment cette semaine, et on en verra la semaine prochaine. C'est également vrai, bien entendu, pour les États-Unis, avec beaucoup de publications qui sont sorties récemment, avec bien sûr Tesla, Alphabet, bon, il y en a eu beaucoup. Je partage une infographie de mon ami le biais financier, qui est un compte à suivre sur Twitter, qui est un compte qui fait des infographies sur notamment les publications, etc. Des infographies sont super propres, que j'aime beaucoup à titre perso, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup, moi j'aime bien les infographies où il n'y a pas beaucoup de choses, entre guillemets, il y a le strict nécessaire, c'est voilà, c'est lisible, s'il y a du rouge, il y a du noir, il y a du blanc, ça me suffit très largement, c'est clair, en moins de 20 secondes, même pas, on comprend si c'est bon ou si c'est pas bon. Moi j'aime bien ce genre d'infographie, donc je vous le partage, et ça lui fait un petit peu de pub, en tout cas tant mieux pour lui, parce que c'est mérité, c'est du bon travail, c'est propre, surtout il n'y a pas d'avis, etc., c'est objectif, et donc voilà, on voit les plus différentes, quelques publications qu'il a partagées avec Netflix notamment. Donc publication plutôt pas mal, hein, pas extraordinaire, mais plutôt pas mal. Google également, hein, une belle publication de Google, peut-être une des meilleures, très belle publication. Décidément, je veux le dire, SMCI, Super Micro Computer, puisque je suis plus habitué à trader Super Micro que MSCI. Donc belle publication également.
voilà, ça reste bien valorisé quand même, je trouve. Voilà, on a quand même des PER. Maintenant, quand on a un PER je lisais quelqu'un qui disait oh, c'est un PER de 30, c'est pas très cher. Bon, quand même, c'est bien valorisé, moi je trouve. Donc voilà, on verra d'ailleurs, on l'étudiera dans cette vidéo. Il y a des niveaux pour moi d'achat qui peuvent être intéressants à regarder, notamment deux. Et puis, bon, la publication de Tesla qui est pas terrible. Bon, voilà, il y a partie des publications décevantes, mais ça fait un moment hein, que Tesla déçoit quand même. Et puis, nous avons eu donc hier soir la publication de LVMH qui a été, alors, une publication qui a été pas terrible quand même, hein, puisque voilà, on le voit, il y a quand même des baisses sur les vins spiritueux, sur la maroquinerie, sur voilà. Mais dans ce contexte-là, il est vrai que c'est une publication peut-être moins catastrophique que ce que l'on pensait. Et c'est vrai que là en revanche, bon, la valorisation de LVMH, pour moi, LVMH aujourd'hui, avec ces chiffres-là, elle est globalement, fondamentalement, à son prix. Voilà. Parce que c'est quand même une valeur qui délivre beaucoup moins de croissance que dans les années précédentes. Est-ce que ça reviendra? On l'espère tous, hein, ça reste une belle valeur. Mais voilà, pour moi, c'est une publication, on va dire, qui rassure, mais il ne faut pas non plus exagérer, comme j'ai pu dire, c'est pas une belle publication non plus, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, donc évidemment, c'est ce qui a porté cette semaine, et qui portera également la semaine prochaine. On verra beaucoup encore une fois, d'actions qu'on publie, on regardera s'il y a des niveaux intéressants, hein, et il y en a, pour certaines valeurs. Et on a été porté alors par une bonne et une mauvaise nouvelle hein, quelque part, c'est bien entendu les États-Unis et l'Europe qui vont apparemment trouver un accord sur les droits de douane à hauteur de 15%. Donc on fait un petit zoom là-dessus. L'Union européenne pourrait accepter les droits de douane réciproques pour éviter la hausse prévue par Donald Trump qui était au départ hein, de 30%. Il a signé un accord, je crois, avec le Japon à 15%, et il voudrait faire de même pour l'Europe. Selon les sources, certaines catégories de produits, comme les avions, les spiritueux et les dispositifs médicaux, pourraient bénéficier d'une levée partielle des tarifs douaniers toutefois. Les discussions porteraient notamment sur la formalisation des taux en vigueur. Le tarif auto, actuellement à 27, pourrait être ramené à 15, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, même si bon, c'est pas non plus un gros intérêt pour l'UE, permettant aux deux parties de présenter cet accord comme une régularisation des pratiques commerciales existantes. Deux sources ont précisé que l'accord États-Unis-Japon avait incité Bruxelles à accepter des droits de douane plus élevés pour éviter une escalade commerciale. Néanmoins, si l'administration Trump décide d'aller de l'avant avec la hausse des droits à 30%, l'UE serait prête à riposter avec un plan de représailles de 93 milliards d'euros de taxes en cas d'échec des négociations d'ici le 1er août. Donc, on a effectivement, pour le moment, il semblerait que l'UE baisse un peu son pantalon. J'allais dire malheureusement, mais en même temps, c'est logique. Voilà, c'est logique. Hein. On n'a pas, malheureusement, les moyens de négocier. Et, encore une fois, quelque part, je le regrette, je le déplore. Mais c'est Trump qui a gagné et qui va gagner, encore une fois. Donc là où on disait Trump est un négociateur catastrophique, il y a eu beaucoup de moqueries, etc. Mais quand on va faire le calcul in fine, le gagnant, ce sera, à mon grand regret, hein, ce sera lui. Et les États-Unis. Donc voilà, donc c'est un peu décevant, on verra, hein, ça peut encore changer, et on suivra ça, mais à ce stade, c'est quand même lui. Donc voilà, ça c'est pour les relations qui sont pas exceptionnellissimes entre l'Europe et les États-Unis, et puis en interne, hein, on a toujours cette relation, vous avez vu la vidéo incroyable qui a été publiée hier soir, entre Trump et Jérôme Powell, président de la Fed, où ils se chamaillent sur le coût de la rénovation de la Banque centrale, je crois. Hein. Donc, ils se chamaillent, ils sont pas d'accord sur les coûts. Enfin bon, bref, c'est une vidéo assez surréaliste. Il faut aller la voir, elle vaut le coup quand même. Surtout la tête de Jérôme Powell sur cette vidéo quand Trump parle, elle est assez incroyable. Bref, allez la voir. Je l'ai pas republié, je l'ai vu passer, mais j'ai vu passer hier soir. Allez la voir. Franchement, elle est drôle.
Elle est ridicule et elle est drôle à la fois. Donc voilà, donc on a toujours cette relation hyper tendue hein, entre Trump évidemment qui veut que Powell baisse les taux, Powell qui ne veut surtout pas le faire. On a cet affrontement devant évidemment un pays où la dette ne cesse d'augmenter. Alors il y a ce graphique aussi hein, qui est assez intéressant, hein, ce graphique qui montre l'activité du transport routier aux États-Unis et qui est lié normalement avec la progression du S&P 500. Et on voit que c'est totalement décorrélé depuis 2020. Il y a des raisons qui l'expliquent. Notamment, bien entendu, les raisons qui sont liées aux 7 magnifiques, hein, puisque les 7 magnifiques n'ont pas besoin, pour la plupart, voilà, la progression des 7 magnifiques dans le S&P 500 n'est pas liée donc, à l'activité du transport routier aux États-Unis. Mais c'est quand même étonnant de voir cette décorrélation. Alors, toute la question est de savoir, est-ce que c'est une décorrélation temporaire ou est-ce qu'elle est durable? Donc en gros, est-ce que c'est un excès ou qui va être corrigé ou est-ce que c'est durable? Très sincèrement, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Je vous poserai peut-être la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Mais voilà, c'est intéressant en tout cas à observer. Les marchés, notamment l'Asie évidemment, bon, on en a beaucoup parlé de l'Asie. Vous savez ce que je vous disais déjà l'année dernière sur les small, sur l'Asie, sur les pays émergents. Tout ça a été quand même le moins que l'on puisse dire vérifié, donc ça c'est évidemment canon, et ça devrait je pense continuer, et donc pourquoi ça devrait continuer? Parce que on a sur beaucoup de pays comme ça des valorisations qui sont quand même largement inférieures à celles des États-Unis, donc moi je pense que voilà, on va continuer à avoir ce rééquilibrage. On pourrait avoir, c'est mon scénario principal, des indices américains qui pourraient alors ou se mettre en range ou progresser de manière beaucoup plus lente dans les mois et les années à venir, et à contrario on pourrait avoir une espèce de rattrapage sur d'autres secteurs, sur d'autres actifs, etc. Donc voilà, donc en gros on est quand même, voilà, c'est intéressant de regarder hein, le PE ici hein, au niveau des États-Unis en moyenne hein, comparé aux autres régions du monde. Ce qui est intéressant également, alors ça c'est les années post-élection, donc on est en rouge mais attention ça s'arrête au mois de mars hein, mais ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui s'est passé par le passé, et là aussi vous voyez que voilà, à partir du 1er août on a cette fameuse période jusqu'à début octobre qui est plutôt complexe. C'est une des raisons aussi qui fait que voilà, je suis plutôt prudent sur ces notamment prochaines semaines, ces 2-3 prochains mois comme je vous le disais. Donc voilà, on a, alors ça c'est statistique aussi, hein, on a un S&P 500 qui a beaucoup progressé, qui a gagné donc 25%. Donc voilà, ça s'est produit 6 fois donc dans l'histoire hein, du S&P 500, donc 25% en 3 mois. Et donc, que disent les statistiques là-dessus? Ils disent que vous avez 8,8% donc de manière supplémentaire sur les 3 prochains mois. Vous avez en moyenne ici, vous avez 13,8% sur les 6 prochains mois en moyenne et vous avez 21% sur les 12 prochains mois en moyenne. Donc ça c'est quand même plutôt globalement, voilà, pour vous donner quand même des aspects positifs, parce que sinon on va voilà, il faut toujours respecter un certain équilibre, mais voilà, les stats disent que globalement ça va quand même plutôt bien. Alors ce qui peut d'ailleurs ce qui peut très bien correspondre à notre scénario, c'est-à-dire on peut avoir 2 mois comme ça un peu voilà, en zigzag avant d'avoir à la fin de l'année un gros rallye sur les différents, donc ça colle finalement, ça peut coller en tout cas finalement à notre scénario principal. On est véritablement dans un rallye haussier, donc certains disaient on va arriver à un nouveau bull market, mais en réalité le bull market s'est jamais arrêté hein. D'ailleurs on est aujourd'hui au 62e jour, alors je dis aujourd'hui mais en réalité ça datait du 21 mais ça n'a pas changé, du 21 juillet, donc on doit être au 64 ou 65e jour de rallye, c'est-à-dire un S&P 500, j'allais dire un Nasdaq, un S&P 500, ça doit être pareil pour le Nasdaq, un S&P 500 qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours pour la 65e fois. Donc on a différents records qui ont été réalisés. Est-ce qu'on va aller chercher les différents records? Je ne sais pas. Le record, il date de 1964 à 101 jours. Donc il va falloir faire 40 jours supplémentaires. Donc ça, c'est quand même globalement intéressant.
Donc voilà. Et donc, alors ce qui est intéressant aussi, hein, voilà, c'est que dans les statistiques, vous savez que j'aime bien les statistiques. Encore une fois, il ne faut pas s'accrocher qu'à ça, mais ça fait partie d'éléments complémentaires à nos analyses. C'est que lorsque l'on a effectivement le S&P 500 eh bien, qui croise sa moyenne mobile à 20 jours et qui eh bien, reste 60% eh bien, au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les mois suivants? Eh bien, vous avez donc un gain de 3%, donc pas énorme hein, sur les 2 mois qui arrivent, un gain de 4%, un petit peu plus de 4%. Voilà, ici, là, c'est bien là. Donc, moyenne 3 sur les 2 mois, 4,97% sur les 3 mois. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au bout d'un an, on a 12%. Donc, ça pourrait, là aussi, voilà, on pourrait avoir pour moi un scénario. On voit quand il y a les petits points rouges, souvent, il faut zoomer, hein, mais souvent, vous avez un mois ou deux, probablement, un petit peu de consolidation à plat ou voilà, pour moi, de monter un petit peu moins spectaculaire. C'est pas toujours vrai, mais c'est souvent le cas. Avant, derrière, d'avoir un nouveau bull market, ou une reprise de fond du bull market. Ce qui fait que, là aussi, voilà, même si on peut avoir une progression, encore une fois, on peut aller chercher les 6005 pour le S&P 500, pour moi, derrière, on aura une petite consolidation à plat, dans cette ellipse-là, avant éventuellement de repartir à plat ou légèrement baissière, peu importe, vous avez compris. Donc voilà, quelque chose qui pourrait, pourquoi pas d'ailleurs, ressembler à ça d'ailleurs, ça ressemble un petit peu, vous avez la baisse ici, la baisse là, on revient chercher des nouveaux plus aussi, on revient chercher des nouveaux plus là, et puis derrière, vous avez une période voilà, où on fait du zigzag pendant peut-être 2-3 mois avant d'avoir un bull market qui redémarre. Donc je verrais bien quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à ça. Voilà mon avis. Alors c'est un avis, je me mouille un petit peu, bien entendu, et puis de toute façon, c'est les marchés qui décident, c'est pas moi, ni vous, ni personne d'ailleurs. Moi, j'ai un scénario principal qui doit toujours être validé par les graphiques, c'est ça qui compte, parce que, voilà, avoir raison tout seul, ça sert à rien. Avoir raison trop tôt, ça sert à rien. Avoir raison trop tard, ça sert à rien. Donc il faut toujours que votre scénario principal soit matérialisé par des signaux techniques sur les marchés. Ça c'est très très important. Il faut mettre son ego de côté et pour moi la différence entre un bon et un mauvais trader, c'est tout simplement que le bon trader va avoir la capacité de remettre ses scénarios principaux en considération et de dire tout simplement, bah, mon scénario principal, le marché pour le moment n'en veut pas, je modifie légèrement mon analyse, ou je reporte à plus tard mon analyse, et je vais dans le sens de ce que me dit le marché. Donc même si je vous dis qu'a priori, pour moi, le scénario principal, c'est une consolidation à plat, ou en biseau descendant, ou tout ce que vous voulez sur le mois d'août et le mois de septembre minimum, si le marché décide d'exploser à la hausse au mois d'août et de nous faire un mois d'août record, etc., on tradera à l'achat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Juste, c'est une première... Je préfère vous dire, comme on se voit qu'une fois par semaine nous concernant, je préfère vous dire en avance, voilà, s'il y a des signaux négatifs, faites attention, plutôt que une fois que le CAC se retourne, vous dire, ah, vous avez vu, il y a une semaine, le CAC s'est retourné à la baisse. Bah oui, vous allez nous dire, Coco, t'es gentil, mais il fallait nous le dire il y a une semaine. Donc je préfère vous anticiper et dire, voilà, le scénario principal, c'est celui-ci. Après, vous en faites ce que vous voulez. Cette semaine, on a une grosse semaine sur la table des investisseurs, sur la newsletter, puisque, vous le savez, donc c'est bien sûr la newsletter qui comprend bien sûr le suivi du portefeuille Forteresse. Et bien d'ailleurs au début août il y aura également la mise à jour de ce suivi là, mais surtout cette semaine il y a une grosse lettre mensuelle donc aux investisseurs écrite par la lettre institutionnelle écrite par des professionnels. Vous aurez la partie bourse avec Hibou qui présentera une action défensive avec Guillaume Rouvier. Vous aurez bien sûr la partie crypto avec Quentin qui expliquera, de Bitvavo qui expliquera, le directeur France de Bitvavo qui expliquera pourquoi selon lui ETH et XRP ont explosé. Vous aurez bien sûr la partie gestion privée avec mes amis du Richa et Michael qui présenteront pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise séduit les Français. Il y aura une vidéo d'ailleurs à la rentrée à ce sujet, une vidéo passionnante qu'on a faite il y a quelques semaines sur Paris. Vous aurez bien sûr Jean-François Faure, le directeur de Au Coffre, sur l'erreur que font presque tous les acheteurs d'or, et vous aurez bien sûr la partie immobilière avec Green Living Michael qui viendra nous présenter la nouvelle arme secrète qui va, je l'espère, arriver en 2026. Voilà pour la newsletter, vous le savez, elle est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Elle est envoyée, le rapport est envoyé, il y a 38 pages je crois de rapport
qui est envoyé mercredi. Bon, on passe les amis, après cette partie, nous passons donc bien sûr à l'analyse du CAC et bien entendu du CAC Small. Alors, on passe donc au CAC. Donc le CAC 40 qui, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Le CAC 40, ça fait 3 mois qu'il est exactement dans le même range, entre les 7900 points et les 7500 points. Donc on a un range de 400 points. Soyons factuels et objectifs. Sur l'unité de temps mensuelle, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui est haussière. Donc sur l'unité de temps mensuel, l'unité de temps long terme, on est bel et bien haussier, bien entendu, sur le CAC 40. Donc voilà. Sur le moyen terme, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui est légèrement baissière. Mais on est quand même au-dessus. Donc pour moi, c'est neutre à haussier, donc sur le moyen terme. Et donc sur l'unité de temps donc journalière, regardez un petit peu. Là aussi, on est donc on est en train d'ailleurs de tenter de repasser au-dessus. On est sur, grosso modo, la moyenne mobile à 10 jours, tout simplement parce que on est, pour moi, dans un range. Alors, comment on va le tracer? Est-ce que, voilà, on verra, est-ce que c'est une figure un peu comme ça? Ça a l'air, d'ailleurs, d'être une figure un petit peu comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une congestion, ça, c'est sûr. Et, la sortie de cette congestion, je pense, va nous donner effectivement le tempo. On repasse pour moi c'est la ligne, les 7007, retenez ça, les 7007, on passe sous les 7007, attention à la suite, comme on disait dans la vidéo, donc sous 7007 pour moi, grosse méfiance sur le CAC 40, et pour moi, au-dessus des 7009, là par contre, on a effectivement potentiellement même un gros signal d'achat pour aller chercher donc le gap ici aux alentours des 8000 et pourquoi pas des nouveaux plus hauts. Donc est-ce que on va avoir ici, donc sur le mois d'août, une surprise en allant chercher cette jambe haussière, ou est-ce que au contraire, le CAC va finalement céder et aller chercher une tendance baissière de court terme? Je ne sais pas, c'est toute la question. Mais en tout cas, pour moi, à ce stade, voilà, on est vraiment sur un CAC qui construit une figure intermédiaire. Donc, qui a du retard par rapport au reste du marché, qui a été beaucoup plus résilient dans la baisse, et notamment dans le premier rebond, très fort. Mais, par contre, depuis quelques semaines, c'est vrai que lui, il ne fait trop rien. Pénalisé, il est vrai, notamment par le luxe, même si, on le verra, le luxe, c'est globalement un petit peu repris, notamment Kering. Le small, alors voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui se passe sur le CAC small. Alors, vous le savez, on a toujours été très positif ces derniers mois sur le CAC small, mais là, honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'on ferait une telle performance. Donc on casse un nouveau plus haut historique, voilà, c'était l'objectif. Mais voilà, c'est très spectaculaire. Voilà, très fort le mouvement qui s'opère. Maintenant, voilà, c'est toujours la même chose. C'est à partir de là où maintenant tout le monde va se mettre à acheter des small caps. Et là, voilà, pour moi, il y a encore un petit potentiel haussier, mais il va falloir quand même globalement être prudent. Bon, évidemment, cette performance des small caps, on va pas se le cacher, elle a été aussi matérialisée parce que Abivax, notamment, a eu un gain de 500% dans la semaine. Donc ça a beaucoup aidé, cette pondération-là a beaucoup aidé aussi au CAC Small. Donc il faut aussi faire attention, si vous voulez, dans ce qu'on dit. Mais quand même, voilà, globalement, quand même, les small caps ont quand même bien rebondi. Il faut, encore une fois, désormais, à mon sens, voilà, faire attention à la suite, même s'il y a encore du potentiel sur certaines. On passe maintenant aux grosses, notamment avec BNP Paribas. Donc là, pareil, voilà, c'est des zones, alors c'est très ferme, il n'y a rien à dire, BNP Paribas, je me mets sur les unités de temps mensuelles, c'est très ferme, voilà, c'est très ferme, on est sur une résistance, mais pour le moment c'est acheté, c'est payé, ça construit, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. À part de la prudence, voilà, il n'y a pas de signaux vendeurs, on aura un signal vendeur si on repasse sur les 72. Mais pour le moment, on peut même valider la cassure pour aller chercher les plus hauts historiques sur BNP Paribas. Donc voilà, il n'y a rien à dire, mais est-ce que c'est le moment d'investir à long terme sur BNP Paribas? Très franchement, j'ai un petit doute.
La réussite, vous l'avez vu, je suis content parce que je vous l'avais partagé le trade. Eh bien, je vous avais partagé le trade la semaine dernière. Donc, BNP Paris, Vivendi a validé cette hausse, donc magnifique. Hein. Donc, moi, ce que je jouais, effectivement, c'était la cassure de la résistance mensuelle. Et ce qui m'a attiré, c'est ce que je vous avais montré la semaine dernière, pour rappel, hein, c'était la consolidation, la congestion. Donc, vous reprenez la vidéo la semaine dernière. Pas la météo de la veille, hein, c'était la vidéo la semaine dernière, même il y a 15 jours. Non, c'est la semaine dernière, je crois bien. Et donc voilà, vous avez dit, voilà, nous on est à l'achat, on est dedans. Non, c'était la vidéo d'il y a 15 jours, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, et derrière, voilà, ça a breaké là aussi, comme d'habitude, hein, le setup. Bah, vous le connaissez, le setup, hein, c'est réduction de volatilité, réduction des volumes, mais derrière. La cassure, donc. On est sorti, moi je suis sorti ce matin là sur Stop. Il y a la publication la semaine prochaine en plus de Vivendi, donc quand il y a une publication qui arrive, quand il y a de l'avance, j'essaye de monter de manière agressive le stop, prendre les bénéfices, reprendre du cash, quitte à rentrer plus tard. Mais en tout cas, je ne joue pas les publications, je tiens à mon sommeil. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Certains ont dit, oui, de temps en temps, il faut avoir le courage de jouer les publications. Bah, écoutez, si vous voulez avoir du courage, ça vous regarde. Il faut pas avoir peur, voilà, il faut pas avoir peur. Bah, pour moi, l'investissement, dans l'investissement de manière générale, pas qu'en bourse, hein, de manière générale, justement, la peur ou les émotions sont à mettre de côté. Donc tant qu'on peut faire en sorte de mettre des garde-fous en place pour limiter ces émotions, il faut le faire. Donc pour moi, limiter les émotions et la peur est une bonne chose. Et donc, à partir du moment où je sais qu'il va y avoir une publication, sauf quelques cas, voilà, quelques cas, si vous avez un reliquat de position, vous êtes à plus 50, etc., là c'est différent. Mais pour moi, ce genre de position-là, il faut sortir avant les publications. Donc Vivendi, il n'y a rien à dire, c'est très ferme. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la publication. Et si après la publication, il y a la petite formation, voilà, d'une figure intermédiaire, comme d'habitude, on jouera la cassure, parce que pour moi, le potentiel, il est encore devant nous, notamment par rapport au graphe mensuel que je viens de vous présenter. Eurofins Scientifique, c'est magnifique, bon, vous la connaissez, on en a beaucoup parlé, c'était aussi une de mes convictions, c'est canon, souvenez-vous, là aussi, le pullback, alors je vais d'abord vous la montrer en mensuel, parce que c'est plus canon encore en mensuel, voilà, donc il y avait ici cette résistance oblique, avec la congestion qui était là, derrière on a breaké, c'est magnifique, donc on arrive hein, sur un premier niveau d'objectif, pour moi c'est les 72, donc c'est véritablement canon, et en journalier, voilà, on a tout eu, hein, voilà, la fameuse résistance oblique ici en rouge, la congestion ici, la petite figure qui a cassé par le haut, pullback, derrière le double top ici, il est cassé à nouveau là, et derrière, voilà, derrière on a à nouveau, pouf, la spéculation, donc c'est magnifique, double inside bar, vous l'avez vu ici, donc cette bougie là à l'intérieur de celle-ci, setup magnifique, j'imagine très peu de volume dans ce setup là, voilà, donc des volumes qui étaient inférieurs à la moyenne. Donc ça, c'est des setups qu'il ne faut pas hésiter à prendre, bien entendu, parce que c'est magnifique. Tout ça au-dessus de la M200, ce qui renforce, bien entendu, les probabilités de réussir. Et là, vous voyez, bah, le ratio, voilà, le stop, il était là, le ratio, il était là. Alors même si on a pris par exemple la cassure ici, hein, ça revient à un stop quasiment équivalent. Soit vous aviez un stop agressif ici à 2,40, soit même sous le plus bas à 3,60. Et derrière, c'est un ratio de 1 pour 4 au moment où on se parle. Donc là, vous prenez une partie des bénéfices, vous laissez le reste en stop à break-even, et vous mettez ça en fond de portefeuille en disant je verrai plus tard pour prendre des décisions en cas de repli. Donc voilà pour Eurofins Scientifique, magnifique. ArcelorMittal, alors tiens, ArcelorMittal, je vous la montre, parce que c'est un graphique, c'est le graphique mensuel qui m'intéresse. Je voulais le mettre dans le titre à suivre, presque, parce que pour moi c'est un titre à suivre, mais c'est un titre à suivre, peut-être pas dans les prochains jours. Hein. C'est juste que la config mensuelle, là, c'est une config quand même qui n'est pas anodine pour moi. On est en train de vriller la moyenne mobile à 200 mois, pardon, qui est en train de se retourner. Donc on peut avoir un potentiel en cas de break de la zone des 32 €. Donc à suivre de très très près, notamment ArcelorMittal, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Carrefour qui est en difficulté, qui tient encore malgré tout le support. Donc voilà, alors on ne le voit pas en données... on ne le voit pas en données mensuelles, on va le voir en données hebdomadaires, voilà, le support oblique. Ici, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui là. Donc voilà, ça reste baissier, mais on est toujours dans la figure. On est toujours dans la figure de manière générale. Donc on va voir si on a la capacité là aussi de revenir dans la zone rouge.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a un setup d'entrée là au moment où on se parle? Pas vraiment. Donc éventuellement, semaine prochaine, si on a un petit truc qui se dégage là, pourquoi pas tenter un petit achat. Société Générale, pas vraiment d'évolution sur le graphique, notamment le graphique mensuel. C'est très ferme, il n'y a rien à dire. Je crois qu'il publie la semaine prochaine, Société Générale. Ou il publie cette semaine? Non, la semaine prochaine, je crois. Il me semble, la semaine prochaine. Bon, bref, peu importe. En tout cas, j'ai pas vu la publication de Société Générale. Bah, attendez, je vais vérifier. Oui, voilà, c'est ça, le 1er août, hein, donc c'est bien ça, la semaine prochaine. Donc, comme il y en a tellement de publications, c'est vrai que moi-même, je m'en mêle. Mais voilà, donc le 1er août, visiblement, la publication de Société Générale. Donc voilà, si vous en avez, faites attention. Mais voilà, pour le moment, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, on est sur une zone de résistance. Donc attention quand même sur l'unité de temps mensuelle. Donc LVMH. Alors LVMH, donc publication plus ou moins rassurante. Voilà, je ne reviens pas sur ce qu'on s'est dit. Mais voilà, pour le moment, ça reste une tendance qui a été cassée et on fait le pullback. Donc tant qu'on n'arrivera pas à repasser, pour moi, au-dessus des 505, on n'aura pas vraiment de signal de réintégration, etc. à moyen terme. Maintenant, il faut continuer à la surveiller. Il faut continuer à la surveiller. Voilà. Est-ce que c'est une de figure un peu comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça va casser par le haut, etc. Je ne sais pas. Mais ça se surveille. En tout cas, au-dessus des 505, pourquoi pas avoir un petit signal d'achat avec une espèce de tasse avec Hans. Donc, à voir si la semaine prochaine, on a un LVMH qui décide de nous faire ça avec une petite congestion. Ça voudra peut-être dire qu'on aura notre dernière jambe haussière de rattrapage, quelque part, sur le CAC 40, puisqu'évidemment, la pondération de LVMH dans le CAC 40 est importante. Alors, celle où on est très heureux, hein, parce que alors, je me suis beaucoup tapé dessus quand j'ai beaucoup parlé de Kering, mais encore une fois, ce qu'on jouait dans un premier temps, c'était un rebond technique. On en avait parlé, beaucoup, bien entendu, la semaine dernière, avec notamment voilà, cette congestion-là, inside bar, là aussi, ici, et derrière on break, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant attention, on n'a pas retourné la tendance encore, loin de là, hein. On ne s'est même pas installé au-dessus de la M200 qui est toujours baissière. Donc à partir de quel moment je vais considérer que LVMH, ça y est, retourne sa tendance? Vous tracez cette ligne-là, et moi ce que j'attends maintenant de Kering, je disais LVMH et Kering, vous avez compris, break et nous construire la figure intermédiaire. Et là, si on a ça et qu'on casse par le haut, là on pourra considérer qu'on fait plus que du rebond. Ça c'est du rebond. Ça, c'est du rebond, c'est un pattern intermédiaire, voilà, au même titre que ça, c'était aussi, vous voyez derrière, un rebond, au même titre que, je sais pas, je vais pas tout reprendre, mais voilà, pour moi, ce sont, voilà, ou ça, par exemple, voilà, c'est une figure intermédiaire avec un rebond, ça, c'est une figure intermédiaire avec un rebond, ce sont que des, ça, c'est une figure intermédiaire avec un rebond, voilà. À ce stade, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fera que, à un moment donné, voilà, en comparant par rapport à ça, par exemple, c'est plus que rebond, ben c'est quand cette figure-là, qui est la grosse figure intermédiaire, elle aussi, derrière, elle recasse par l'eau, et que vous avez, derrière, effectivement, après le rebond technique, les vrais acheteurs qui se présentent ici pour jouer la hausse du titre. D'accord? C'est ça que j'attends en fait maintenant sur Kering. Donc on a joué le premier rebond, potentiellement on avait vu, voilà, après ça c'est l'ego de dire ah, je suis le premier à avoir vu le retournement de Kering. Ouais, ok, tu l'as vu là, mais tu l'avais vu là aussi, tu l'avais vu là avant, tu l'avais vu. Bon voilà. Donc là pour le moment c'est du trading, donc pour ça que on n'hésite pas à remonter les stops, on n'hésite pas à prendre des bénéfices, etc. Et après, si vous avez la construction intermédiaire au-dessus, le premier pattern au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui se retourne, là, à ce moment-là, ok, là, on parle de plus, on parle d'un potentiellement un retournement de moyen terme, et on tente véritablement, in fine, un retournement de tendance. Et à ce stade, même si Kering, certes, a fait un rebond des plus bas jusqu'à aujourd'hui de 47%, ce qui est colossal, ok, très bien, mais derrière, la baisse, elle a été tout autant colossale, puisque je vous rappelle que Kering, depuis les plus hauts, a perdu 80%. Et je vous rappelle aussi que pour aller chercher un retour sur les plus hauts, parce que ceux qui me disent ah mais ça y est Kering j'ai raté 47%, c'est fini, j'ai raté la hausse. Attendez, si Kering encore une fois venait à retracer que la moitié hein, de ce qu'elle a perdu, en partant d'ici vous avez encore un potentiel de 126%. Donc vous voyez, alors je dis pas que c'est ce qu'elle va faire, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit, attention, parce que beaucoup ont tendance enfin certains, pas beaucoup, certains ont tendance à me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que si vous êtes convaincu que Kering va venir retester par exemple les plus bas ici de 2022 et de mai 2022 et de octobre, bah, vous avez encore un gros potentiel, vous avez de quoi faire, hein, d'accord? Donc non,
Vous n'êtes pas en retard si vous pensez que Kering va se retourner, et je pense qu'on n'est même pas au début d'un retournement en réalité sur Kering. Voilà, bon j'accélère parce que je suis à la bourre aujourd'hui. Nano Biotics, donc je suis hyper content, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Donc j'en ai parlé sur le repli ici, et derrière, pouf, elle a explosé. Donc voilà, attention maintenant, hein, il doit y avoir beaucoup de volume. Voilà, comme je le dis souvent, il faut surveiller. Pourquoi je la surveille? Beaucoup me disent pourquoi tu surveilles Nano Biotics? Parce qu'il y a très peu de volume ici, belle congestion, à proximité d'un support oblique, derrière ça pète. Mais là, les volumes, vous voyez, ils sont importants. Attention quand il y a des volumes importants, c'est plus le moment d'y aller. Mais donc, quand est-ce qu'on peut éventuellement acheter Nano Biotics? S'il y a un repli pour jouer effectivement le pullback et derrière une reprise. Ça éventuellement qu'on va jouer si le graphique nous le confirme, etc., etc., bien entendu. Après Nano, on passe à STM, qui a été lourdement sanctionné également, même si elle tente péniblement aujourd'hui un rebond. Donc on est venu, alors moi j'avais cette zone, alors attendez, je vais vous le mettre d'abord en mensuel, voilà, pour que vous compreniez. Donc moi, cette zone pour moi, alors il n'y a que 2 points d'appui, hein, bien entendu, mais voilà, peut-être cette zone-là peut être une zone de repli si on y va, à voir, si on a là-dedans pour du moyen terme un petit signal, pourquoi pas. Donc voilà, maintenant à très court terme, pardonnez-moi, à très court terme, ce qui me... Alors oui, effectivement, on est venu combler le gap, donc ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Du moins, c'est quelque chose qu'on peut voir comme un élément technique. Pour autant, ce que j'aime pas trop, c'est que, voilà, pour le moment, on est sous MM200. Donc, il va falloir pour moi repasser au-dessus de tout ça, reconstruire, et éventuellement, on tentera un achat pour aller chercher le retour à l'entrée de gap et pourquoi pas la clôture. Donc pour le moment, moi je reste globalement sur le côté. Investisseur, pourquoi pas dans cette zone-là. Trader, pareil, on va attendre 1 ou 2 jours minimum de consolidation, de congestion pour redémarrer. Hein. Reward, on en a parlé également la semaine dernière de mémoire. Le graphe n'a pas vraiment changé. Hop. On en avait parlé déjà à la cassure du biseau, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de changement. Donc on est toujours sur une zone qui est assez propre de résistance qui est là, voilà, et on peut éventuellement, si vous le voulez, tenter de dessiner quelque chose comme ça. Donc c'est un graphique baissier, on tente également de construire au-dessus de la MM200 et le signal pour moi sera donné potentiellement au-dessus des 1,80 €. Ça se regarde et il faut continuer de la suivre. Nexity, donc plutôt pas mal, hein, Nexity, enfin plutôt pas mal. Là aussi, tout est relatif. Donc, la congestion casse par le haut, etc. Bon, très bien. Là aussi, hein, ceux qui disent qu'un gap dividende est comblé, en général, dans les jours qui suivent, bah, il y a des gaps de dividendes, là, regardez, toujours pas comblé. Donc, peut-être ça le sera un jour, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, je fais un petit peu le ménage, mais j'ai pas grand chose à dire sur Nexity. Il va falloir attendre pour moi les prochaines séances, la semaine prochaine et plus si affinité. Maintenant, oui, effectivement, bon, voilà, on fait le pullback MM200. C'est un graphique qui est un peu décousu, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis pas grand fan là, autant par le passé, j'aimais bien Nexity parce que je trouvais que le graphique avait été toujours très propre. Moi, c'est un graphique que je tradais beaucoup. Voilà, notamment, vous voyez, cette partie-là, vous avez des belles consolidations à plat, vous avez des belles petites congestions, des trucs qui étaient un peu intéressants. Et là, je trouve que c'est un graphique qui est un peu décousu. Voilà, bon, c'est un avis perso. Donc voilà, en tout cas, voilà, on break. Donc résistance là, cette zone-là d'ailleurs. Donc éventuellement, si plus tard on fait un petit pullback, pourquoi pas un petit pullback avec une compression, une congestion là-dedans, pour éventuellement jouer une relance ou alors tout simplement une congestion par là. Hein. Si vous avez une congestion par là, ben, vous pouvez aussi jouer. Mais il faut attendre. Pour moi, là, vous avez certainement des volumes importants. Voilà, gros volume. Donc, volume important plus volatilité, à mon sens, c'est pas vraiment très intéressant pour rentrer. Forvia, ben, qui est solide. Hein. Forvia, mine de rien. Alors, effectivement, elle a baissé, etc. Mais voilà, elle est solide et on est sur... Alors, je sais pas si c'est un graphique qui est en train de se retourner à là, ça va peut-être pas exagérer, mais... Voilà, on retourne la MM200, on construit, et voilà, il y a le pattern qui est là, on tente de retrouver le gap. Donc il y avait eu effectivement un setup intéressant, mais il y a eu la publication, je crois. Donc voilà, il faut attendre une petite construction, mais ça m'intéresse, voilà, ça m'intéresse. Si on a une petite construction, idéalement, alors il faut qu'elle apparaisse, il faut qu'on ait le point d'entrée. Mais ça m'intéresse, si effectivement il fait une petite congestion, pour pouvoir tenter une cassure par le haut. A voir, Pernod Ricard.
Bon, Pernod Ricard, ça s'améliore, ça s'améliore. Voilà, on a le canal, on avait dessiné ce canal baissier. Alors, vous vous souvenez, hein, on avait la zone d'investissement qui était là. Donc, voilà, on casse par le haut ce canal, on a fait le pullback, on relance. C'est pas si moche que ça. Alors attention, là aussi, hein, on n'est qu'au début, on n'est pas arrivé à conquérir la moyenne mobile, il va falloir la conquérir, plus congestionner pour relancer, mais en tout cas, c'est le début de quelque chose. Voilà, c'est le début de quelque chose, une action qui a été bien massacrée. Donc pourquoi pas, franchement, c'est plutôt pas mal. Pierre et vacances, bon, vous savez, j'aime beaucoup, hein, Pierre et vacances, et je trouve que le graphique s'améliore très nettement. Hop, je vais vous supprimer tout ça, faire le ménage et je vais vous montrer le graphique mensuel. C'est surtout le graphique mensuel qui m'intéresse. Voilà. Voilà, le graphique mensuel qui est plutôt pas mal. Donc vous aviez une belle zone de résistance qui était là. Voilà. Et il y en a une autre qui est évidemment ici. Je vais vous la mettre en rouge. Ça sera plus clair et ensuite on va zoomer. Comme je vous dis souvent, n'hésitez pas à nettoyer. Oui, moi je m'embête pas. Je nettoie tout. Dès que je vois que c'est un peu trop le bordel, hop, je nettoie tout avec ça. Donc pullback parfait, je ne l'ai pas vu. Voilà, il y avait un double top, hein, vraiment intéressant. Donc on va revenir à cette résistance. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si on arrive à congestionner là-dedans, pourquoi pas. Donc ça peut m'intéresser, action à suivre, pour retrouver les sommets ici. Et après si ça passe, voilà. Regardez la moyenne mobile baissière, on se met à plat ici, et derrière on tente le retournement. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fait un moment, hein, que je vous en parle de Pierre et vacances. On n'a pas encore retourné la tendance, mais pour moi c'est vraiment très intéressant à suivre. L'Ectra, alors on est toujours statu quo, hein, sur l'Ectra, donc on est toujours... belle, ouais, bon après elle est volatile, hein, mais pour moi c'est le graphique hebdomadaire, voilà, qui est pas mal, donc à suivre de près, voilà, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines en titre à suivre, donc pour le moment il n'y a pas de signal, par contre si on arrive à péter les 25,65€ à la hausse, on peut avoir un signal qui se déclenche, revenir dans la zone ici en rouge, et après confirmer le retournement, ça reste une tendance très haussière, hein. Donc voilà, à suivre donc de très près. L'Ectra, Excel, c'est un graphique canon, hein. Alors moi j'ai complètement loupé Excel, alors complètement, je suis vraiment passé à côté. D'ailleurs je vous en ai très peu parlé dans la vidéo, je m'en excuse, parce que potentiellement j'ai pu vous faire louper des opportunités, donc encore une fois désolé, mais je suis passé à côté, voilà, elle n'est pas rentrée dans mes radars, et puis voilà, pourtant il y avait... Alors il n'y avait pas 50 000 setups, mais il y en avait notamment un ici qui était vraiment pas mal, il y avait un beau setup là. Pourquoi pas même ici, il y avait un beau setup. Mais voilà, je l'ai même là, voilà, mais je ne l'ai pas vu. Passé à côté complètement. Donc voilà, mais c'est canon, il n'y a rien à dire. Bravo à celles et ceux qui l'ont pris. Voilà, maintenant, voilà, sur repli, éventuellement. Alors je ne sais pas si on peut tracer un petit peu certaines, voilà, des supports obliques, des choses comme ça. Mais oui, c'est assez canon quand même. C'est assez canon. Donc voilà, rien à dire sur Excel. Valeo, donc, qui a publié, donc publication, je trouvais moins catastrophique qu'attendu. Donc voilà, elle est en retard par rapport notamment à Forvia qu'on a vu. Mais là aussi, il y a du mieux. Regardez la pente de la moyenne mobile, ici à 200 jours, qui est toujours baissière, bien entendu, mais qui est de moins en moins baissière. Donc il va falloir continuer à surveiller, elle n'est pas propre, c'est ça qui m'embête un peu avec Valeo, elle n'est pas propre, donc difficile de la trader. Mais si on arrive, voilà, si on arrive à s'installer là-dedans et à breaker ça, alors on peut avoir là aussi un retournement. Tout ça sera invalidé si on passe sous les 8,40 €. Voltalia, donc Voltalia, elle est un petit peu au milieu d'une congestion, voilà, on peut l'avoir un peu comme ça. Voilà, il y a le support là, MM200, à voir si ça tient, sinon si ça lâche, on retournera sur le support. Donc ça se surveille, il faut éventuellement là aussi attendre une petite cassure. Si le biseau descendant casse par le haut, on peut avoir un petit signal pour les retrouver ici, la zone de résistance en rouge. Interparfum, ben on est pour moi sur une zone, une première zone d'opportunité. Voilà, c'est la zone dont on parle depuis un petit moment. Elle est là, donc zone d'opportunité pour moi aux alentours des 31. Il y en a une seconde ici, donc voilà. À voir après la pondération, comment vous voulez rentrer, mais en tout cas, c'est plutôt peut-être une zone intéressante. Vous avez d'ailleurs certainement ici, voilà, le support, hop là, oblique est là, donc quand même une zone qui est pas affreuse. ALTBG, bah, qui est en correction. Alors voilà, hein, je sais que je m'étais fait beaucoup
entre guillemets, dans les commentaires, beaucoup critiqué par certains, quand je disais faites attention parce que voilà, fondamentalement c'est pas terrible, etc. Ben voilà, ceux qui ont investi là, c'est une baisse de 53%, un graphique qui s'est dégradé. Comme je vous le dis souvent, les cassures de plus haut historique, faites toujours très attention, ça n'a pas loupé également pour LTBG, derrière c'est une chute de 50%. Alors voilà, le Green Light Break, je sais pas quoi là, Green Light Break, machin, on voit que ça a super bien marché, baisse de 50%. Bon, donc voilà, attention, c'est même un biseau descendant qui casse par le bas, attention. Donc voilà, il faut vite se reprendre pour la LTBG parce que c'est une action qui à nouveau est en difficulté. C'est le graphe hebdo que je voulais vous montrer. Le graphe hebdo qui est toujours en difficulté et éventuellement on le voit, on repasse sous la moyenne mobile ici à 10 jours, donc à 10 semaines pardon. Donc faites attention quand même à la suite des opérations. Après LTBG, on a Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, pareil, pour moi, on est quand même en excès haussier. Hein. On est quand même bien en excès haussier. Donc là, c'est pareil. Alors ça fait un moment que je vous en parle. Hein. Vous avez dit l'excès, moi, il me plaît pas beaucoup. Notamment sur les données mensuelles. Il est là, voilà. Donc minimum revenir ici, minimum, faites attention, ça c'est un graphique pour moi qui est en train au mieux de se mettre en range et en figure, si ce n'est de se retourner. Faites attention, je vois que certains sont passés à l'achat déjà en début de mois, donc voilà, faites attention, c'est un graphique quand même qui globalement est en train pour moi de se retourner à la baisse. Sartorius, oui, effectivement il y a eu une baisse, mais pour moi on est toujours dans la figure. C'est un graphique qui ressemble à un reflet scientifique d'ailleurs, un peu en avance. Donc éventuellement cette zone là peut être une zone mise à profit pour de l'investissement. Et le retournement ne sera acté que lorsque l'on cassera tout ça et qu'éventuellement on repartira vers le haut. Donc faites attention quand même de bien attendre un setup, mais globalement ça se regarde notamment sur les prochains jours, les prochaines semaines. Alten qui est en difficulté, Alten qui a cassé l'oblique ici, qui a fait le pullback et qui repart à la baisse, mais bon à ce stade c'est pas plus grave que ça, c'est une congestion, donc ça se regarde toujours, hein, mais voilà. Tant là le retournement il est assez clair, hein, le retournement nous n'aurons qu'au-dessus des 80 € pour Alten. Si on lâche la zone des 67 €, l'objectif sera d'investir dans cette zone là, et voilà, si une catastrophe arrive, ce sera dans cette zone là, mais enfin on n'y est pas encore. Ok. Donc voilà les deux zones, notamment pour Alten. Edenred qui tient son support mensuel, Edenred, le support qu'on avait proposé depuis longtemps déjà. Donc on est toujours là, c'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué, mais voilà, on a une réduction de volatilité, et éventuellement ça se surveille dans les prochaines semaines, les prochains mois, si éventuellement on veut breaker pour jouer éventuellement un retour sur cette zone-là dans un premier temps. Attention si ça lâche, par contre là il faudra faire beaucoup plus attention, mais on y reviendra. Assystem, donc nous on avait une position sur Assystem, malheureusement, voilà, je vous partage les choses bien et les choses pas bien, hein, entre guillemets, enfin pas bien. Voilà, là on avait pris une position, vous avez partagé ici même je crois, on avait acheté Assystem au-dessus des 42 pour jouer la cassure du breakout. Vous aviez même ici une petite voilà, oblique. Il y avait même un signal là, qui pouvait être exploité ici. Belle réduction de volatilité. Et on est sorti hier parce qu'il y avait l'annonce des publications. Donc plus 8 sur le trade. Mais effectivement, derrière, la publication nous aurait permis aujourd'hui d'être à plus 15. Mais sans regret parce que c'est la méthode. Voilà. Donc je vous partage tout. Quand je vous parle d'un trade, je vous le partage jusqu'au bout parce que sinon voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et puis ça permet d'avoir de la transparence sur ce que moi je fais, sur ce que je partage sur MTT. Évidemment je vous partage qu'un tout petit bout, mais au moins ça vous permet voilà, de voir un peu comment on travaille, ce qu'on fait, et voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans leur propre formation, ce qui peut arriver, ou qui le remettent à plus tard, au moins ça leur permet déjà d'avoir des éléments et de pouvoir avancer. Donc voilà pour Assystem. Bento, alors Bento, moi j'ai toujours le même avis, pareil, fait partie des valeurs, je me suis fait engueuler quand je disais que j'attendais la zone, voilà, la zone ici des 5 €. Lorsqu'il y a eu la baisse majeure ici, je vous avais indiqué que c'était la zone que j'attendais, je l'attends toujours. Pour de l'investissement, c'est la zone qui m'intéresse, c'est la zone des 5,50 €, voilà, jusqu'à 4,72 €, c'est une belle zone. Donc je l'attends pour de l'investissement, pour du trading. Voilà, bien sûr, hein, pour du trading, vous pouvez jouer du rebond. Il y a même une petite congestion là qui est en train de s'opérer. Donc oui, éventuellement, si on casse ça, vous pouvez retourner, chercher l'entrée de gap, pourquoi pas la clôture. Mais pour moi, c'est du trading. Et ce qui compte, c'est vraiment, là où ça m'intéressera vraiment, c'est si on arrive là-dedans, si on fait la congestion, pour jouer derrière un retournement dans cette zone ici.
SMCP, ça consolide un peu, mais quelle progression hein, aussi, SMCP. Donc là, on s'en souvient, ce qu'on cherchait, c'était la cassure, voilà, la cassure de cette résistance-là. On a fait le pullback, on a relancé. Vous avez la petite consolidation intermédiaire. Il faut patienter. Là, il y a une perte de momentum qui est importante. Donc moi, maintenant, ce que j'attends, c'est le rebond, une nouvelle consolidation, le rebond à nouveau, la congestion, et ensuite, on tente un truc. Voilà. Et pour le moment, c'est pas le cas. Là, vous avez rien. Vous avez retourné les M10. Donc, tant que voilà, on n'aplatit pas les M10, on construit pas. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Les choses à faire, elles étaient plutôt dans ces zones de congestion là, dans ces zones de congestion là. Voilà. Mais là, pour moi, il y a trop de volatilité. Attendez le zigzag pour vous réintéresser au titre. Par contre, oui, il faut l'avoir dans la liste de suivi, hein, bien entendu. GTT, donc là pareil, fait partie des valeurs. Bon, il y a une communauté GTT, donc il ne faut pas trop toucher à GTT. Je sais bien, c'est une belle valeur. Attention, hein, quand je dis attention sur GTT, je ne pense pas que GTT est une valeur pourrie, etc. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis simplement, faites attention parce que pour moi, là, on est quand même en léger excès haussier. Voilà, haut de canal, c'est pas des zones investisseurs long terme. Ça peut continuer de monter, bien entendu, mais voilà, attention, congestion. Donc là, on casse par le bas, on réintègre. Attention si on repasse sous les 153. Voilà. Et après, l'objectif sera de revenir tester la M200 hebdo dans un premier temps. Hein, revenir tester la M200 hebdo. C'est une première zone, pourquoi pas, où je pense qu'il y aura une réaction. Première zone intéressante. Deuxième zone intéressante, c'est si c'est la cata et si on casse tout ça. Voilà. Donc, mais là, même s'il y a une baisse quand même qui a été marquée hein, de 8%, c'est pas une opportunité pour moi d'achat. Fondamentalement, d'ailleurs, non plus. Pour moi, c'est bien valorisé hein, maintenant, hein, GTT. SEB, alors par contre, SEB, voilà, SEB, ce que je vous dis, hein, dans les marchés dans les marchés qui montent, il faut trader, dans les marchés qui baissent, il faut investir. Ben, SEB, voilà, même si c'est vrai que c'est une action qui est un petit peu plus en difficulté, notamment avec la répercussion des droits de douane, etc. Bref, l'anticipation notamment. On revient pas n'importe où, on revient sur une zone de support oblique. Donc ça, c'est intéressant. Gardez un petit peu de cash. Notamment si on revient dans cette zone-là un petit peu plus tard. Voilà, donc être gourmand par contre sur la deuxième zone, voilà, je dirais la zone sous les 45-46 quoi. Donc première zone éventuellement 64, deuxième zone 45-46. Voilà, grosso modo qui peut être intéressant. Donc pensez bien à écarter hein, vos zones d'investissement hein, pour du long terme. Google, donc magnifique publication, il n'y a rien à dire, c'est très ferme. Depuis le pullback ici au mois d'avril, on revient tester le plus haut. Voilà, là aussi, ça fait partie des choses qui, voilà, on peut effectivement aller retrouver le plus haut. Attention à la cassure du top. Attention à la cassure du top, attention à toute cette zone-là, on peut avoir un retournement sur Google. Ok, attention, ça fait partie des éléments qui font que je suis plus prudent aussi pour le mois d'août, le mois de septembre, parce qu'on arrive sur des gros niveaux d'objectifs. Donc il y aura certainement des prises de profit. Coca-Cola, magnifique entreprise, mais là c'est la même chose. On n'est pas sur une opportunité d'investissement de long terme. Voilà, on est là. Pour moi, opportunité seulement si on a un repli. Donc là, voilà, on fabrique un petit peu une congestion, ça peut éventuellement, voilà, mais on voit que chaque nouveau plus haut, il faut faire attention, on peut avoir un retournement alors de moyen terme, attention, hein, on ne retourne pas la tendance de long terme, hein, mais on voit, c'est plutôt la proximité de la M200 mensuelle qui est une opportunité. Et là, on est quand même bien haut, voilà, on est quand même bien haut, on est quand même à plus de 60% au-dessus. Donc, pour moi, c'est pas une opportunité forte. Sur Coca-Cola. MSCI, donc tout le monde s'est jeté dessus. Bon, très bien. Moi, je trouve que c'est pas une opportunité ici. Minimum MSCI, revenir sur le bas en pointillé, qui serait une première opportunité qu'il faudra pondérer, parce qu'il y en a une deuxième qui sera par là. D'accord? Donc voilà les deux zones d'investissement, donc on va dire aux alentours des 4, sous les 500, sous les 500 $. Donc pour moi, il y a encore la baisse, voilà, elle a été quand même de 11%, mais pour moi, il y a quand même au moins 10 ou 15% supplémentaires devant nous, minimum pour la première zone d'achat. Donc patientez encore, peut-être pour MSCI. Peut-être. IBM. Donc IBM, pareil, voilà, ça fait partie des valeurs qui, pour moi, entament une correction. Donc on a eu, voilà, superbe graphique, hein, bien entendu, hein, superbe graphique, mais voilà, là on a fait comme ici, vous voyez, ici on casse, vous cassez, vous accélérez, et derrière vous avez la consolidation. Ben là c'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Hop là, voilà, je vais le faire là. Vous cassez ici, vous accélérez, et derrière, je pense que vous pouvez avoir aussi une longue période de consolidation. Donc attention, ce genre de valeur,
voilà, pour moi, là, on a commencé la construction de la figure. C'est-à-dire que voilà, vous avez la prise de bénéfice qui est ici, et derrière, vous avez besoin de réduire la volatilité. Donc, ça peut prendre du temps, évidemment. Ok? Donc, voilà pour IBM. Uber. Donc, Uber, on a atteint les objectifs. Donc, Uber, c'était une... d'ailleurs, c'était le biais financier qui était venu la présenter dans la newsletter. Donc, on avait fixé un objectif des 95,60 €. Il a été atteint. Voilà. On avait dit achat sur repli ici. Et donc, voilà, magnifique. Canon. Donc voilà, j'ai pas forcément maintenant d'objectifs entre guillemets pour la suite, mais voilà, peut-être un petit peu plus prudent, voilà, un petit peu plus prudent sur la suite sur Uber. Là aussi, voilà, on a atteint les objectifs, on voit la mèche haute, etc. C'est un élément supplémentaire qui me fait dire que on peut avoir minimum un repli pendant un mois, pendant 2 mois par là, avant de repartir, bien sûr, parce que c'est une tendance haussière, mais on peut avoir des replis. Et enfin, avant de passer au titre à suivre, eh bien, je vais vous parler de Nvidia. Nvidia, voilà. Alors, il n'y a pas de signal de retournement sur Nvidia au moment où on se parle, mais moi, j'ai pris mes bénéfices. Voilà. Parce que, alors sur 95% de ma ligne, il me reste 5% de ma ligne initiale, encore une fois, des miettes. Mais voilà, j'estime qu'on est arrivé au niveau d'objectif. Le mois d'août arrive, j'ai pas envie de la surveiller outre mesure, donc voilà, j'ai préféré prendre des bénéfices. Il n'y a pas de signal de retournement. Le niveau d'invalidation, pour ceux qui ont gardé, à partir de quel moment il va falloir s'inquiéter, c'est ça qui vous intéresse, bien entendu. À partir du moment où voilà, vous avez ce niveau-là qui est marqué, voilà, le niveau des 165 $, 164 $. Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de raison particulière. Vous pouvez mettre un stop si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez la suivre, etc. Mais pour moi, voilà, on a fait le plus gros, on a fait le plus dur. Donc, bon, voilà, j'avais pas forcément envie de garder outre mesure. C'est plus de 90% de performance, puisque je vous rappelle qu'on avait acheté tout en bas ici. Il avait été partagé sur les réseaux d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que il y a de nouveau de l'engouement sur Nvidia, tout comme il y en avait ici, tout comme il n'y en avait plus là. Donc voilà, je m'en fous d'avoir un timing à 15 jours ou à un mois près, donc je préfère prendre des bénéfices sur cette valeur-là. Donc maintenant, le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, c'est un titre méconnu, qui est ce titre CVC Capital. Donc ça cote à Amsterdam. Donc c'est un titre qui a été introduit ici 2024 et donc qui était en belle tendance haussière et donc qui avait ici fait une belle congestion et puis finalement cette congestion, je vous la trace correctement, avait été cassée par le bas. Ok, donc grosse chute évidemment, c'est un titre qui a abandonné jusqu'à 44% et derrière on a fait le rebond, on a fait, c'est ce que j'aime beaucoup, la construction, voilà, intermédiaire. Donc la tasse à séquence, la cassure, et là on est en train de faire la petite figure. Donc je zoome maintenant en unité de temps journalière. Donc voilà, on a une petite construction qui est en train de se former. Voilà, je sais pas si on peut, enfin comment on peut la tracer parce que c'est pas forcément très clair, mais voilà. Donc à suivre de très près. Si on casse notamment la zone des 18 € pour aller chercher la MM200. Éventuellement les plus hauts ici, aux alentours des 20 €, et éventuellement plus si affiné. Donc à suivre de près, vous invalidez à peu près par là, à court terme, 16 € et après retournement complet sous les 15 €. Mais voilà, ça se surveille de près. On voit là aussi que les volumes sont plutôt en diminution, même si c'est pas énormément marqué, ici quand même un peu, donc diminution des volumes. Donc titre CVC Capital à suivre de près. Et enfin donc le screener Trend Following. Le voici, le voilà. Hop, s'il veut bien arriver. Voilà, le voici, voilà, Screener Trend Following. Donc toujours avec Excel qui est en tête. Voilà un petit peu toutes les valeurs qui sont dans des grosses tendances haussières. Vous pourrez retrouver le code, bien sûr, sur l'espacement, sur le site du podcast de la bourse, l'espacement, qui est accessible gratuitement. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. Je vous souhaite eh bien, un très bon week-end. Et pour celles et ceux qui s'en vont en vacances, profitez bien de vos vacances. Et regardez les petites vidéos comme ça, éventuellement, au bord de la plage ou de la montagne. Ça dépend de ce que vous préférez. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. A plus, ciao ciao.